Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité toulousaine de ce lundi 23 février, une énième manifestation qui tourne à l'affrontement et à la casse dans le centre de Toulouse. Samedi, des anti-barrages de Sivins ont battu le pavé, mais le mouvement a vite dégénéré. Retour sur les faits dans un instant. 10 jours après la disparition de leur petit garçon de 21 mois, suite à une intervention des Amygdales à Toulouse, les parents portent plainte pour homicide involontaire. Vous les entendrez dans cette édition. Enfin, à un mois du scrutin, les listes UMP, UDI et Modem pour les élections départementales. Mais tout d'abord, la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie était en visite à Toulouse aujourd'hui. Ségolène Royal s'est rendue au service central d'hydrométéorologie et d'appui des inondations ainsi qu'au centre de Météo France, un déplacement qui intervient dans le cadre de la prévision des crues. Ségolène Royal en a profité pour condamner fermement les violences de la manifestation de samedi à Toulouse. Elle est également revenue sur le dossier du barrage de Sivins. On l'écoute au micro de Romain Chevalier et d'Alain Sorat. Et maintenant, il faut que le Conseil général prenne ses responsabilités et maintenant fasse un choix. Je crois que c'est imminent. Dès que ce choix aura été fait, le site sera évacué et la procédure pourra commencer. Voilà, je répète ce que j'ai toujours dit. Ma position a toujours été la même. Et donc, je tiens fermement ce cap. Après avoir aidé à faire émerger un projet de consensus, j'espère qu'à la fois les associations locales et les agriculteurs trouveront ainsi un terrain d'entente pour que l'eau soit apportée à la fois aux agriculteurs et au débit d'étiage de la rivière à partir d'un ouvrage qui ne sera plus contestable. Des vitrines qui volent en éclats et des casseurs équipés de masses, habillés de noir et masqués. La manifestation de samedi du mouvement zadiste en lutte contre le projet de barrage à Sivins a une fois de plus dégénéré. 15 personnes ont été interpellées. Le maire de la ville, Jean-Luc Moudinque, a pointé du doigt, je cite, les voyous qui en ont à nouveau profité pour casser et pour piller et a renvoyé la préfecture à ses responsabilités, indiquant qu'elle avait choisi d'autoriser la manifestation. Si l'État autorise, l'État doit assumer, pas les Toulousains, indique Jean-Luc Moudinque. Récit d'une nouvelle après-midi de violence urbaine dans la Ville Rose avec Anaïs Tourès et Jean-Marc Lucas. Nouveau rassemblement des zadistes à Toulouse. La manifestation anti-barrage de Sivins avait débuté dans le calme, mais vers 15h à la sortie du métro François Verdier, les premiers gaz lacrymogènes ont explosé en riposte aux projectiles lancés par les manifestants. Plusieurs petits groupes de personnes s'en sont pris aux agences immobilières et aux constructeurs situés dans les rues avoisinantes. Des violences justifiées pour certains leaders de la ZAD. Je crois qu'il n'y a eu que des banques, des vitrines de banques et de bétonneurs, donc des destructeurs de la nature. On leur casse quelques carreaux, ce n'est rien à côté du mal qu'ils font eux à la terre et au peuple. Rue des Arts, des opposants sont allés casser sans discernement des boutiques, au grand étonnement des commerçants totalement scandalisés par la situation. Moi je suis pour le droit à manifester, c'est pas un problème. Mais quand on manifeste pacifiquement. On n'est pas là pour casser, pour emmerder les gens. Tous les commerçants en ont ras-le-bol. Donc à un moment donné, il va falloir que les personnes et les responsables, on va leur demander des comptes. Moi je considère que c'est inadmissible. Ça fait tout le mois de décembre, les commerçants, on a peur. Les manifestations, il y en a eu des débordements. On n'a même pas été au courant avec des mails par le CCI, voilà. Donc moi je l'ai su ce matin qu'il y avait une manifestation. Si j'avais su, j'aurais fermé, évidemment. Une quinzaine de personnes ont été arrêtées au cours de ces manifestations. 8 d'entre elles ont été jugées aujourd'hui en comparution immédiate. Voilà, et ce matin, le préfet de région organisait une conférence de presse commune avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie, Alain Di Crescenzo. Ce dernier qui demande qu'à l'avenir, les commerçants soient consultés avant toute manifestation sur le choix du trajet emprunté en ville. On écoute le préfet Pascal Mayos au micro d'Anna Guerre. Et je me suis engagé avec le président de la Chambre de commerce à ce que le tour soit fait de tous les commerçants qui ont été touchés, de telle façon à ce qu'on évalue avec eux les dégâts qu'ils ont subis et qu'on voit la part qui est prise par les assurances et la part qui sera prise par l'État. Donc le dispositif va être monté dès aujourd'hui en lien avec les commerçants. Il n'y a rien de plus que d'habitude, entre guillemets. Il n'y a rien de plus que d'habitude, sauf effectivement une très grande réactivité qu'a salué le président de la Chambre de commerce et que vous pourrez interroger tout à l'heure. Je n'ai pas autorisé cette manifestation. Cette manifestation a été déclarée, je ne l'ai pas interdite. Au regard de ce qui s'était passé le 29 novembre, où la manifestation s'était passée dans de bonnes conditions et rien
des informations dont nous disposions nous permettaient d'imaginer la violence de certains éléments qui se sont agrégés au tout dernier moment à une manifestation déclarée. Suite de l'affaire du décès du petit Aymen à l'hôpital Pierre-Paul Riquet le 7 février dernier, des suites d'une intervention chirurgicale. Une autopsie du corps du petit garçon de 21 mois a été réalisée ce matin. Ses parents se sont exprimés pour la première fois aujourd'hui. Ils attendent des réponses depuis 10 jours pour expliquer la disparition de leur petit garçon. Ils ont décidé de porter plainte pour homicide involontaire. À Naguère, Anaïs Tourès. Que s'est-il passé pendant les 2 heures en salle de réveil? Après une opération des amygdales, des végétations et une pose de diabolo, le petit Aymen s'est retrouvé à cracher du sang par le nez et la bouche durant 2 heures avant d'être renvoyé au bloc. Lorsqu'il en sort, ses parents le trouvent dans le coma et 4 jours plus tard, décède. Une incompréhension pour la famille qui cherche des réponses à la mort de son enfant. Je le voyais partir et ils étaient là. Et le pire, c'est que je n'étais pas seule. Il y avait les infirmières, j'étais entourée. Oui, c'est l'infirmière qui m'a donné des compresses. J'avais un gilet blanc et noir qui commençait à se salir. Ma robe noire était remplie de sang. Mon bras était rempli de sang. Et elle m'a dit, levez-vous, venez vous nettoyer au robinet. Je me suis renettoyée et ils ont pris mon fils. Ils commençaient à s'inquiéter, mais au bout de 1h30. C'est ça mon problème, moi. C'est qu'ils se sont inquiétés trop tard, au lieu de s'inquiéter au début. Et jusqu'au moment, quand je tamponnais la bouche de mon fils et j'essuyais son nez, il y avait des caillots de sang qui commençaient à sortir de son nez. Les parents ont déposé plainte pour homicide involontaire contre le CHU de Purpan. La famille attend tout simplement la vérité, savoir ce qui s'est passé le jour de l'intervention, pourquoi leur enfant est décédé. L'hôpital aurait pu donner ces informations, mais par le dépôt de plainte, cette recherche-là va être obtenue en quelque sorte, puisque le juge d'instruction a décidé de pratiquer une autopsie sur cet enfant, donc d'exhumer le corps ce matin pour connaître les causes de la mort, puisque l'instruction est ouverte pour ces raisons-là. On verra en fonction des résultats de cette autopsie, des éléments de l'enquête, des analyses qui vont être réalisées, de l'expertise du dossier médical. Est-ce que le procureur, en fonction des éléments, en fonction de la présence de responsabilité, de mise en cause possible, pourrait fermer justement cette instruction-là, en ouvrir une autre pour homicide involontaire? C'est l'objet même de l'autopsie réalisée, qui est très difficile à accepter pour les parents, mais nécessaire malheureusement pour savoir ce qui s'est passé. Une personne sur 50 000 décède chez elle à la suite de complications d'une opération des amygdales. Aymen est un cas unique selon son père car il était à l'hôpital lors de l'hémorragie. Les parents attendent le résultat de l'autopsie pour enfin connaître la cause de la mort d'Aymen et pouvoir faire leur deuil. Dans le reste de l'actualité toulousaine de ce lundi, le mouvement de grève des postiers de Balma à l'appel de la CGT, FO et Sud. Les facteurs ont démarré un mouvement de grève illimité. Ils protestent notamment contre la fermeture du centre de distribution au mois de novembre 2015 et dénoncent également la volonté de la direction de fermer le centre de courrier et de réduire le personnel sur les établissements de Toulouse, Côte-Pavée et La Beige. Un rassemblement a été organisé, vous le voyez sur ces images, ce matin devant le bureau de poste de Balma. On écoute Laurent Lalmajou, représentant du syndicat Sud, au micro de Romain Chevalier et d'Alain Sorat. Nous, on manifeste parce que ce centre courrier appartient à la Poste et la Poste a décidé de le fermer et de délocaliser à droite et à gauche. Nous, on est contre parce que c'est un local qui appartient à la Poste. Donc il n'y a aucune raison que les facteurs quittent ce centre de Balma pour être dispatchés à Toulouse et à La Beige. On peut craindre des pertes de travail. Oui. Des pertes de postes, on ne sait pas encore le nombre, mais il risque d'en avoir. À savoir qu'aujourd'hui, il y a une trentaine de personnes qui sont impactées sur cette délocalisation. Je pense que les gens vont être mécontents, oui, parce qu'aujourd'hui, il y a un seul facteur qui travaille sur le bureau de poste de Balma. Donc on peut penser qu'il y a un seul quartier lettres qui sera distribué. Allez, on ouvre une page politique à présent avec, à un mois tout juste des élections départementales, la présentation des candidats pour les listes UMP, UDI et MoDem. Jean-Marc Lucas, Alain Sorat. Lutter contre la fraude aux prestations sociales, transparence dans les subventions et surtout clarifier les compétences entre les territoires urbains et ruraux. Bref, l'union de la droite et du centre ne veut pas que la métropole toulousaine écrase le reste du département. Il faut veiller à une véritable péréquation entre la métropole et la ruralité, un équilibre des investissements, de l'aménagement du territoire, parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et donc c'est vraiment, je pense, le programme qu'on vous a présenté qui va dans ce sens. Est-ce qu'on veut des élus qui sont complètement hors sol, déconnectés de la réalité et du terrain, qui ne vivent pas le même quotidien que nous, ou est-ce qu'on veut des élus qui préservent la proximité, qui connaissent et partagent avec nous le quotidien? Les candidats veulent aussi que la Haute-Garonne pèse sur les transports.
Le Haut-Garonnais, il n'en a rien à faire de savoir s'il est sur un transport express régional, donc sous autorité de la région, un réseau arc-en-ciel du département ou un réseau urbain tissé au SMTC. Ce qui intéresse l'usager, c'est d'avoir un titre de transport et de pouvoir avoir accès à l'ensemble du réseau de transport du département. Ce qui se fait en Ile-de-France pourrait très bien se faire en Haute-Garonne. Avec notamment le titre unique de transport. Les candidats prônent aussi le télétravail ou la télémédecine. Bref, ils veulent faire en sorte que tous les habitants du département puissent avoir la même égalité sociale et économique. Voilà pour le programme. On ouvre une page de sport maintenant avec, pour commencer, la 11e défaite de la saison à l'extérieur pour le TFC. Les Violets se sont inclinés 3-1 au Parc des Princes contre le PSG avec un doublé d'Adrien Rabiot, puis 3-1 avec un doublé d'Adrien Rabiot, puis la réduction du meilleur buteur du TFC, Wissam Ben Yedder. C'est Thiago Silva qui a inscrit le 3e but parisien. Au classement, le TFC occupe désormais la 17e place de la Ligue 1. Il reste 12 journées de championnat aux joueurs d'Alain Casanova pour se maintenir. Et puis en rugby, cette fois, une victoire sans la manière pour le Stade Toulousain, 23-20 face à Lyon, à Ernest Vallon. En première période, c'est Técory qui a inscrit le premier essai toulousain avant que Toby Flood ne permette aux Rouges et Noirs de mener 20-3 à la mi-temps. La seconde période a été très moyenne pour les joueurs de Guinoves qui ont encaissé 2 essais. Malgré la victoire, le 15 toulousain a même été sifflé par ses supporters au classement. Toulouse occupe aujourd'hui la 5e place, vous le voyez, du top 14. Et puis une toute dernière info de sport pour les fans de volleyball, un événement au Palais des Sports. Demain soir à 20 h, les Spacers de Toulouse jouent une demi-finale de Coupe de France face à Tours. Tout de même, il reste des places à vie aux amateurs. On termine avec des Toulousains qui brillent outre-Atlantique. Les héros du dessin animé Les As de la Jungle, nés dans les studios toulousains de Tat Productions, ont remporté vendredi un Emmy Kids Awards à New York. Ce n'est pas un Oscar, mais c'est ce qui se fait de mieux en matière de cinéma d'animation aujourd'hui. Fred le facochère crooner, Maurice le pingouin tigre et Miguel le gorille légèrement frappé sont donc aujourd'hui officiellement des stars internationales. Félicitations donc à leurs créateurs, Jean-François Tosti, Éric Tosti, David Allo et Julien Fournet. Un tout dernier mot pour vous préciser que Les As de la Jungle à la rescousse, sacrée donc meilleure série d'animation pour enfants, est également nominée dans 2 catégories aux Kids Screen Awards qui seront remis demain à Miami. Martin Malvy, président de région Midi-Pyrénées, et Jean-Luc Moudinque, le maire de Toulouse, ont tous les deux évidemment adressé leurs félicitations à Tat Productions. C'est ainsi que se termine cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur TLT.